Lundi 9 décembre 2019, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ici, nous sommes reçus par notre invité du jour. Il s'agit de M. Bahouri, président de l'Union pour la démocratie et le développement. Évidemment, il n'est plus nouveau dans cette émission Café Débat. Monsieur Ba, merci de nous recevoir ici. Bienvenue dans Café Débat. C'est un plaisir de vous recevoir et vous êtes chez vous. Merci surtout. Je rappelle qu'au menu avec M. Bahouri, 3 principaux sujets. D'abord, la reprise du dialogue politique, vous le savez, après que ce cadre de dialogue a été mis en berne après un bon bout de temps. Bien sûr, après des manifestations récentes en marge desquelles l'opposition dénonçait le fait que ce cadre de dialogue est fermé par la volonté de Bourema Condé. Voilà qu'elle est relancée avec de nouveaux visages en ce qui concerne celui-là qui justement coordonne ce cadre de dialogue, mais aussi des représentants de la partie gouvernementale ou mouvancière. Que pense M. Bahouri sur ce sujet? Nous en parlons tout de suite. Et puis deuxième sujet, 2 anciens présidents, notamment du Nigeria et du Bénin, qui sont à Conakry, bien sûr, dans le cadre d'une sorte de constat de la situation politique et sociale. Nous en parlons. Qu'est-ce que M. Bahouri pense de ce sujet? Et puis, journée internationale de lutte contre la corruption, c'est bien aujourd'hui. Le cas guinéen est toujours désespérant parce qu'au lieu que la situation ne soit un peu, on va dire, évolue en s'arrangeant, elle s'empire puisque la corruption, les vols de deniers publics vont de plus en plus belles. Les agents de l'État s'enrichissent sur le dos du contribuable guinéen. Que pense M. Bahouri de la situation guinéenne? Nous terminerons l'émission par ce sujet. Alors pour commencer, disons, je l'ai dit tout à l'heure, la reprise du dialogue politique est faite la semaine passée, bien sûr. Déjà, quel est le premier regard que vous pensez sur le fait que finalement on a repris cet exercice-là? C'est bien, mais je dois dire malheureusement, dans notre pays, il n'y a pas eu réellement de véritable dialogue depuis très longtemps. Le dialogue tel qu'on l'esquisse dans le cadre du comité de suivi des accords politiques n'est pas réellement un vrai dialogue. C'est une rencontre entre la partie gouvernementale à travers la mouvance et l'opposition qui, depuis ces dernières années, se sont retrouvés pour régler des problèmes parfois au détriment de l'exercice des lois de la République. Et c'est malheureusement le cas, ce qui fait que très souvent, dès qu'on parle d'accord politique, c'est parce que la loi a été mise de côté. Et ça n'a pas permis de faire prospérer l'indispensable nécessité de respecter les lois du pays. Et en plus, dans une large mesure, ces accords politiques n'ont pas permis d'avoir ce que beaucoup de Guinéens souhaitent, c'est-à-dire le calme, la sérénité et, disons, la libre expression des partis politiques, la libre expression au niveau des citoyens de leurs droits civiques. Et ça a mis le pays dans une situation particulièrement désespérée. Et donc, à l'heure actuelle, on parle de cette reprise du dialogue du comité de suivi, alors qu'à un moment donné, il y avait eu la rencontre que le Premier ministre, sur instruction du président de la République, avait mise en avant pour entendre les acteurs politiques et sociaux sur la question de la Constitution. Tout cela a été organisé ces dernières semaines. Le président de la République avait dit qu'il allait se prononcer officiellement par rapport à la question de la Constitution. Ça fait plus de 3 mois, silence radio de ce côté-là, comme si l'exercice qui a été organisé n'avait plus d'intérêt, n'avait plus de sens. C'est-à-dire les consultations? Les consultations que le Premier ministre avait instruites. Maintenant, on parle de ce dialogue au niveau du comité de suivi pour passer en revue 2 questions litigieuses
le fait que les chefs de quartier et les présidents de district, qui bientôt depuis 2 ans après les élections de 2018 n'ont pas été installés, parce que là aussi il faut revenir sur le passé pour que les gens comprennent pourquoi les chefs de quartier et les présidents de district ne sont pas installés. En 2016-2017, la mouvance et l'opposition s'étaient entendues pour, selon leur accord d'août 2016, adopter un nouveau code électoral. Malgré tout ce que nous leur avions dit à l'époque, que ce nouveau code et ces nouvelles instructions ne permettraient pas d'organiser correctement les élections communales, et ce serait un dangereux précédent qui amènerait le pays dans l'impasse, ils sont passés outre, ils n'ont pas voulu entendre, et les élections communales ont été organisées, et 2 ans maintenant, les présidents de district et les chefs de quartier ne sont pas installés parce que la loi électorale qui a été votée pose problème dans son application, parce que c'est lourd, la méthode n'est pas rassurante, n'est pas rationnelle, et ça créera beaucoup de conflits par-ci par-là. Avant de parler de nouvelles choses, il faut sanctionner le passé. D'accord. En parlant de passé tout à l'heure, j'ai comme l'impression que le premier niveau de votre analyse, c'est-à-dire que si on regarde les premiers dialogues qu'il y a eu avec tout ce que l'opposition a demandé qui n'ont pas été réalisés, si vous voulez, les cas de victimes qui n'ont pas jusque-là été dédommagés, les biens que les gens ont perdus, ainsi de suite, les cas de mort, évidemment, qui n'ont pas été élucidés. Vous voulez dire que finalement, ce genre de dialogue, ce schéma-là s'avère inefficace? Est-ce que c'est ce qu'on peut retenir dans votre premier niveau d'analyse, de réaction? J'estime que le dialogue tel qu'il a été organisé et tel jusque-là ne correspond pas à l'intérêt du pays, ne correspond pas au dialogue profond, constructif dont la Guinée a besoin. Et comment est-ce qu'il devrait se présenter? Bon, il faut revoir le cadre de cette discussion, de ce dialogue. Il faut que les acteurs soient, dans une certaine mesure, sérieux et consciencieux par rapport à la sauvegarde de l'intérêt national. Et non pas des dialogues politiciens pour essayer de jouer au plus malin, de dribbler les uns les autres, de rouler tel dans la farine, et en fin de compte que le pays se retrouve dans une situation chaotique. Il faut, de ce point de vue, un nouveau paradigme, un nouveau schéma, de nouveaux acteurs suffisamment crédibles et solides pour que, s'il y a dialogue, il faut nécessairement que les décisions de ces dialogues puissent être rendues opérationnelles immédiatement et que ça soit en conformité avec les lois de la République. Et c'est ça qui permet d'aller de l'avant. Alors, est-ce que le problème se trouve dans la question de représentativité? Parce que j'ai dit tout à l'heure que à l'occasion de cette relance du dialogue, du cadre de dialogue, on a de nouveaux visages, notamment celui qui coordonne, qui est Léo Bangoura, qui est donc ancien directeur de cabinet du ministère des Affaires étrangères, qui est devenu maintenant conseiller du Premier ministre, donc il a été délégué par le Premier ministre. Bourema Condé est déjà hors de ce schéma de dialogue. Et puis la mouvance qui est représentée par, on va dire, 2 alliés de la mouvance, Aboubakar Silla, ancien porte-parole de l'opposition, maintenant qui est celui de la mouvance, et puis Ousmane Ba Ousmane, qui est un allié à la mouvance. Et du côté de l'opposition, il n'y a pas de changement. 2 représentants de l'UFDG et je crois un représentant de l'UFR. Est-ce que vous pensez que le problème est dans la question de représentativité, notamment de l'opposition? Vous voulez qu'il y ait de nouveaux qui viennent autour de la table que d'habitude ceux qui viennent, c'est-à-dire l'UFDG, l'UFR, parce que Faya Milimono, effectivement, s'est fait entendre là-dessus. Pour lui, ce sont ces 2 partis qui se font toujours représenter quand il faut dialoguer, négocier. Alors quand il faut aller au charbon, c'est tout le monde qui y va. Non, la question de la représentativité ne se pose pas. La question fondamentale est quel est le contenu à mettre dans le dialogue. D'accord. Quel est le contenu? C'est ce qui est fondamental. Ce comité de suivi a été créé pour suivre les accords politiques qu'ils ont signés entre eux. Donc cela veut dire qu'il y a une cogestion du passif. Et de ce point de vue,
le dialogue dont la Guinée a besoin d'aujourd'hui, il ne s'agit pas de passer en revue des accords entre mouvance et opposition, mais c'est prendre en compte les problèmes du pays. Les problèmes du moment. Les problèmes du moment. Premièrement, la question de la Constitution n'est pas réglée. Le président de la République avait dit qu'il allait se prononcer et il ne s'est pas prononcé. Il y a des tensions extrêmes par rapport à cette question qui est préjudicielle par rapport à la visibilité de l'avenir de la Guinée à court et moyen terme. Et de ce point de vue, les mouvements de mobilisation que nous constatons et qui montrent une amplification, disons, de la volonté de la majorité de la population de refuser une nouvelle constitution, ça, il faut que cette question soit tranchée le plus rapidement possible. Dans le cadre du dialogue. Au-delà du Vous voulez dialogue. qu'on demande ça au sein du dialogue? Non, ça n'a pas d'importance. Là, la balle est du côté du président de la République. D'accord. Et tout ce qu'il avait demandé a été fait. L'instruction qu'il a donnée au Premier ministre a été réalisée. Et le Premier ministre a écouté certains acteurs majeurs de la vie nationale. Et le président devrait se prononcer. Il ne s'est pas encore prononcé. Et donc, les mouvements de foule, les mouvements de masse, sous l'égide du FNDC, montrent qu'il y a une majorité qui ne souhaite pas un changement constitutionnel en Guinée. Donc la balle est de ce côté-là, du côté du président de la République. Ça ne nécessite même pas un dialogue à l'heure actuelle entre qui que ce soit. C'est le président de la République qui, en âme et conscience, au regard de l'intérêt national, doit se prononcer pour nous permettre de changer de cap et d'avoir la quiétude et la sérénité en renonçant à ce projet. Deuxièmement, la question des processus électoraux pose problème. Depuis des années et des années, on discute toujours sur le fichier. Récemment, une date a été proposée, c'est-à-dire fin décembre 2019. L'OIF est intervenu pour montrer que ce n'était pas faisable, parce qu'ils avaient procédé à un audit du fichier et ils avaient indiqué qu'il y a des changements et des modifications structurelles à opérer au niveau de ce fichier pour que ça puisse être utilisable dans une élection que nous souhaitons paisible et acceptable par tous. Or, il y a un recensement qui est en cours, qui pose de sérieux problèmes. La CENI a dit qu'elle était prête techniquement pour les élections et il s'avère que concrètement, sur le terrain, et ce que nous voyons, qu'elle n'est pas prête. Donc ça pose le problème. Et donc la question de la durée et du chronogramme qui est déjà fixé par la CENI pour les élections législatives pose de sérieux problèmes. Sans compter la question concernant oui ou non, ou nouvelle constitution ou pas. Donc tout ce cocktail nécessite une clarification au plus haut niveau du sommet de l'État pour que la communauté nationale et la communauté internationale sachent sur quel pied danser. Donc, on ne peut pas aller à l'aveuglette comme ça au risque de mettre notre sécurité et notre stabilité en jeu. Donc, c'est-à-dire que vous considérez moins la question de qui doit être là-bas au compte de l'opposition que le contenu du dialogue. Maintenant, en parlant de la question de constitution, c'est toujours le président qui doit prendre la responsabilité de s'adresser à la nation. Mais pour le menu de ce dialogue, vous pensez qu'il faut principalement deux sujets. La question sur l'achèvement des élections locales, n'est-ce pas? Et puis cette question d'enrôlement qui est en cours maintenant. Ça, principalement, ces sujets doivent être au menu pour ne pas s'embrouiller. Vous pensez? Bien entendu, tout cela, ça fait partie du problème. Bien. Avant qu'il y ait d'autres problèmes qui vont s'ajouter aux problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle. Voilà. Par exemple, il y a quelque chose qu'il faut ne pas perdre de vue. Il y a des personnes qui ont été tuées lors de ces dernières manifestations. Et ça mérite clarification, que les responsabilités soient situées. Parce que nous avons connu une tragédie, une grande tragédie le 28 septembre 2009. Bien. On parle de ce jugement. On ne peut pas se permettre de juger un fait daté dans le temps isolé et répéter les mêmes pratiques qui ont généré la tragédie dont on est censé organiser le jugement. Cela veut dire quoi? On ne peut pas juger l'affaire du 28 septembre 2009 et se permettre de se comporter de la même manière le 4 novembre 2019
au niveau de Bambeto. Bien. Il faut qu'il y ait la cohérence absolue. Il faut qu'il y ait une volonté claire de ne plus accepter et de ne plus tolérer qu'il y ait des répétitions de ces tueries et de ces... C'est comme ça qu'un pays peut avancer. Mais on ne peut pas juger une affaire pour régler des problèmes à certaines personnes et se taire sur une pratique globale avec un esprit qui prévaut toujours et qui est en train et qui risque de nous amener, si Dieu ne nous sauve pas, dans des tragédies de plus vaste ampleur par rapport à celles que nous avons connues par le passé. Alors, en termes de confiance, qu'est-ce que vous pensez de celui qui mène le débat cette fois-ci? Bourema Koné est hors champ, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, en termes d'interlocuteurs, la mouvance a changé. Un certain Damaro n'est plus là, et encore qui d'autre? Il y a deux autres têtes qui sont là en face de l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma? Bon, vous savez, c'est le constat de l'impasse d'un processus qui a atteint ses limites. Il faut en tirer les conclusions. Ce comité de suivi tel qu'il est constitué n'a plus sa raison d'être. Tel qu'il est constitué? Oui, oui. Maintenant? Maintenant. Et il faut l'élargir parce que la société civile n'est pas là? Ça n'a plus d'intérêt. Donc il faut arrêter l'affaire de Cette affaire de comité de suivi des accords n'a plus d'intérêt. Le problème de la Guinée est devenu global et il faut que dans cette globalité que tous les acteurs se rendent compte qu'il faut prendre les taureaux par les cornes avant que ça ne soit trop tard. Donc à un moment donné, il faut réunir tout le monde, c'est ça? Vous n'attendez pratiquement pas grand-chose de ce cadre de dialogue-là, en cours là? Je vous dis que ce comité de suivi appartient au passé. Ce comité de suivi appartient à une logique de cogestion qui n'a pas fait prospérer l'indispensable nécessité d'appliquer les lois du pays. On a plus procédé à des arrangements qu'à aller à des résolutions des problèmes effectifs de la société guinéenne. Donc s'il y a des recommandations qui sortent de ce cadre de dialogue, est-ce que vous vous y reconnaîtrez du moment où ceux qui vont représenter l'opposition parleront au nom de vous tous, de l'opposition plurielle? Je prends par exemple la question de l'enrôlement en cours en ce moment. En tout cas, l'opposition aurait demandé qu'on arrête tout de suite le processus d'enrôlement. Est-ce que vous partagez cette position? Vous l'avez déclaré ensemble? Si cela est porté au sein du cadre de dialogue, c'est votre position? Bon, de toutes les façons, ne mettons pas les charrues avant les bœufs. Il y a des processus de rencontres qui sont prévus, qui prennent en compte la dimension de la gestion du processus politique et du processus électoral. Vous êtes pour qu'on arrête les enrôlements en ce moment ou pas? Non, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est le plus positif, ce qui est le plus constructif, c'est de pointer la responsabilité de la CENI par rapport au problème qu'il y a à sa mission et à ses devoirs. La CENI avait dit qu'elle est techniquement prête. Il s'avère qu'elle ne l'est pas. Donc la CENI assume cette responsabilité. Et sa responsabilité exige que le plus rapidement possible, qu'elle se donne les moyens de corriger le tir. D'accord. Corriger en parlant le tir, de correction, refaire correctement le recensement, le matériel manquant, qu'il soit commandé ou qu'il soit distribué de la manière la plus équitable, que le chronogramme tel qu'ils l'ont fixé soit totalement revu, parce que ça ne peut pas permettre à un pays qui pendant 5 ans n'a pas connu de révision des listes électorales, vous, au lieu des 3 mois tel que le fixe la loi, vous dites en 25 jours, il faut procéder à la mise en force d'un nouveau fichier électoral. Ça, c'est intenable. Alors, ce n'est pas du tout correct. Cela veut dire que le chronogramme tel qu'il a été mis en place par la CENI ne peut pas nous permettre d'avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées, dont la Guinée a nécessairement besoin. Donc la CENI doit revoir sa copie. Ça, c'est le point de vue que nous défendons dans la phase actuelle au regard de l'expérience concrète que nous avons vue sur le terrain. En parlant de correction justement des problèmes, on a eu l'information il y a juste 2 jours que venant de la CENI qui est là
effectivement apporté les récépissés qui manquaient à maints endroits ces derniers jours, et puis les fiches d'inscription aussi qui manquaient sont arrivées en stock important. Donc les fiches, les récépissés et les fiches d'inscription sont là. Est-ce que ça pourrait résoudre le problème de sorte qu'on n'ait pas à arrêter le processus? Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est que le fichier qui va sortir de ce processus d'enrôlement soit clair, et qu'il soit fiable, propre, et qu'il prenne en compte l'écrasante majorité du corps électoral. Mais le temps perdu compte. 25 jours ne peut pas nous permettre d'enrôler tout le monde. Donc il faut que la CENI revoie son chronogramme en conformité avec les lois de la République, et qu'il se donne les moyens d'avoir les matériels nécessaires là où il faut pendant la durée de ce recensement tel que l'exige la loi de la République. Bien. Il faut respecter les lois. Il ne faut pas, pour des considérations politiciennes, qu'on dise ce qui devrait avoir lieu en 3 mois, on le fait en 25 jours. Pourquoi? Pour satisfaire quel intérêt? Bien. Donc il faut nécessairement que les élections s'organisent correctement et qu'on se donne les moyens que les choses se fassent en conformité, je le répète encore une fois, avec la loi, rien que la loi. Bien. Pour terminer cette première partie qui porte principalement justement sur la reprise du dialogue politique, une fois encore, est-ce que le visage, le profil de celui qui mène le débat vous inspire confiance cette fois-ci? Vous savez, institutionnellement, à partir du moment où un conseiller d'un Premier ministre préside un dialogue entre mouvance et opposition, alors qu'auparavant c'était un ministère d'État, par la suite un ministre, maintenant un conseiller, cela veut dire qu'il y a une dégradation du niveau de représentativité des acteurs. Donc, je dis et je répète, ça n'a plus sa raison d'être. D'accord. Donc le choix de celui qui mène le débat dit tout en termes de considération que le gouvernement porte à la chose. Bien entendu, parce que vous savez, un conseiller... C'est ça l'implicite. Un conseiller ne peut pas engager le gouvernement. Bien. Un conseiller ne peut pas engager le gouvernement. Bien. Donc ça veut dire ce que ça veut dire l'implicite derrière le choix d'un conseiller du Premier ministre pour mener un débat aussi important, évidemment, qui est ce cadre de dialogue. En tout cas, vous aurez compris donc la position de notre invité sur ce sujet. Alors on va observer la petite pause ici, et puis derrière on se retrouve pour 10 minutes chrono afin de parler de la présence dans notre pays, notamment de 2 présidents, anciens présidents de la sous-région, Goodluck Jonathan du Nigeria et Nicéphore Soglo du Bénin. Et évidemment, on va parler de la journée internationale de lutte contre la corruption. La situation en Guinée, au lieu de s'arranger, elle s'aggrave plutôt. On va se retrouver tout de suite après quelques secondes de pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'aurez compris, nous sommes reçus par notre invité du jour, M. Bahouri, président de l'Union pour la démocratie et le développement. En première partie, il a donné son avis, porté son regard sur la reprise du dialogue politique qui est mené cette fois-ci par un conseiller du Premier ministre. Le message qu'il décode derrière le choix de celui qui mène le débat, vous l'avez donc compris. Et puis on va parler cette fois-ci, comme je l'ai dit, au moment où la Guinée traverse cette crise socio-politique, 2 présidents, anciens présidents de la sous-région qui ont posé leurs valises à Conakry. Il s'agit de Goodluck Jonathan qui donc a été président au Nigeria, Nicéphore Soglo qui lui aussi a été ancien président du Bénin. Ils viennent dans un contexte que vous connaissez, mais c'est aussi des présidents qui récemment ont été au Niger sous bien entendu l'organisation du NDI avec bien d'autres anciens présidents, parler des questions de constitutionnalité, de respect d'alternance en Afrique et notamment dans la sous-région, et puis de démocratie. Quel regard vous portez sur l'arrivée de ces 2 chefs d'État à Conakry? Et je considère que cela veut dire que la crise guinéenne est perçue sur la scène internationale avec toute la gravité et que cela nécessite, et il y a urgence à agir pour ne pas que la Guinée sombre dans une dynamique de déstabilisation. Donc c'est tout à fait une bonne initiative que les anciens présidents
M. Goodluck Jonathan et M. Nicéphore Soglo soient dans nos murs pour rencontrer les différents acteurs, et aussi bien gouvernementaux que de l'opposition, pour s'enquérir de la situation politique et institutionnelle de la Guinée. Oui, j'ai dit tout à l'heure, c'est des anciens chefs d'État, mais récemment on les a vus au Nigeria autour du président nigérien pour parler d'alternance, de respect de démocratie, de constitutionnalité. C'est un message qui a été mal perçu ici, notamment par les gens de la mouvance. Et quand ces deux présidents viennent, on peut se dire que est-ce qu'ils ne viennent pas pour un peu donner un certain conseil au chef de l'État qui est dans une certaine velléité de se maintenir au pouvoir à travers cette affaire de nouvelle constitution. Même si en ce moment ils sont en train de se faire recevoir par les entités, la société civile, des partis politiques, sans doute vous allez les recevoir, la CENI va les rencontrer, mais au finish peut-être qu'ils vont devoir rencontrer Alpha Condé. Est-ce que vous pensez que ce message aussi important, qu'ils doivent passer ce message à Alpha Condé, puisque lui-même n'était pas à la rencontre du Niger la dernière fois? Vous savez, la CEDEAO a indiqué qu'elle ne peut pas se satisfaire des violations des constitutions pour simplement permettre au président en exercice de remplir au-delà des 2 mandats constitutionnellement établis. Et donc, leur présence, c'est une manière de permettre à la communauté africaine et à la communauté internationale de manière générale d'avoir, en rencontrant les principaux intéressés, d'avoir des niveaux de discussion leur permettant de rendre compte à la communauté internationale de l'état, de niveau de compréhension des problèmes que la Guinée est en train de traverser. Je rappelle que la Guinée, depuis l'indépendance, est toujours à la quête d'une alternance démocratique apaisée. On connaît l'arrivée des militaires en 1984, leur discours de prise de pouvoir, c'était la nécessité de limiter la durée des mandats des présidents pour ne pas qu'un groupe confisque pendant très longtemps les attributs du pouvoir à leur bénéfice exclusif. On a vu que le coudéisme tel qu'il a été proposé en l'an 2000-2001 et ce que ça a coûté à la communauté nationale. On a vu les difficultés que nous avons eues en 2008-2009 jusqu'en 2010 pour avoir un processus démocratique et électoral plus ou moins en conformité avec l'esprit de la Constitution. Il ne faudrait pas que maintenant qu'on revienne encore en arrière, comme si on ne retient aucune leçon de toutes les tragédies que la Guinée a enregistrées. Et donc c'est un salut de voir le président Goodluck Jonathan et le président Soglo dans nos murs. Demain, il y aura une rencontre avec l'opposition plurielle. Ce sera l'occasion d'exprimer de la manière la plus large le point de vue qui nécessite d'être pris en compte pour permettre une sortie de crise rationnelle et heureuse pour ne pas, encore une fois, que la Guinée aille se cogner au mur. Alors, pour terminer avec ce sujet-là, pendant qu'eux ils sont là, le président Alpha Condé était au Mali pour prendre part aux activités, aux travaux de l'OMVS. Après, il est allé en Turquie pour prendre part aux travaux de l'OCI. On ne sait pas s'il va revenir pendant que Goodluck et Soglo sont là, mais si jamais il revient, il les trouve ici. J'ai dit qu'au finish, c'est sûr qu'ils vont le rencontrer. Est-ce que ce que vous souhaitez, c'est que le président Alpha Condé leur prête une oreille attentive? Bon, vous savez, aussi bien les 2 chefs d'État, anciens chefs d'État, c'est pour des raisons de diplomatie, pour des raisons de pratiques diplomatiques courantes, il faut qu'ils les reçoivent et qu'ils les écoutent. Maintenant, au-delà de cela, le président Alpha Condé a toujours dit qu'il est à l'écoute de son peuple. Et son peuple lui demande de renoncer à ce changement constitutionnel. Et son peuple, depuis des semaines et des semaines,
par des milliers et des milliers de personnes défilent pour indiquer qu'il faut que ce message soit atteint. Le peuple dont vous parlez, lui, il appelle ce peuple l'autre Guinée, parce que pour lui, il y a deux Guinées, justement. Il y a la Guinée qui veut évoluer et il y a l'autre qui veut toujours nous maintenir. Un président de la République parle au nom de l'ensemble des membres de la communauté nationale. Il ne peut pas y avoir deux Guinées, il y a une seule Guinée, et à l'intérieur de cela, il y a une majorité de Guinéens qui ne veulent pas revenir encore en arrière pour vivre un autre coudéisme dont ils ont vu les méfaits entre 2000 et 2010. Bien. Alors donc on verra bien comment ça va se terminer. Est-ce qu'Alpha Condé recevra Goodluck Jonathan et Nissofor? Est-ce qu'il entendra très bien leur message? On verra bien. D'ici là, il va rencontrer les autres entités, comme je l'ai dit, la société civile, les politiques et aussi la CENI. Pour terminer, j'ai dit que c'est la journée internationale de lutte contre la corruption locale de la Guinée. Le constat que beaucoup font, c'est que au lieu que la corruption ne soit résolue, elle devient endémique dans notre pays. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez une certaine idée du milieu des finances, le marché public, la gestion des biens, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que la situation est de plus en plus grave? Lorsque le nouveau Premier ministre, M. Kassori Fofana, prenait fonction, si ma mémoire est bonne, il avait dit qu'il y a 6 000 milliards par an qui sont perdus du fait de la corruption dans ce pays. 6 000 milliards, c'est une somme faramineuse et qui montre, disons, le gouffre dans lequel la gouvernance politique et économique du pays se trouve. Et vous savez, il y a la gouvernance financière et politique. La corruption, c'est un système. C'est ce système-là qui ne veut pas abandonner les attributs du pouvoir. C'est ce système qui veut coûte que coûte se maintenir. Donc c'est parce qu'il y a corruption que certains veulent coûte que coûte brider les lois de la République pour ne pas que la Constitution ne soit respectée. Donc l'essence de la corruption, c'est la volonté d'une petite poignée de personnes de s'accaparer du pouvoir, de ses privilèges et d'en jouir sans limite. Or, dans l'état de droit, il y a des alternances nécessaires et si le pays est moins corrompu, le processus démocratique est sain, les élections se font de manière régulière et de manière transparente parce que personne ne veut s'attirer ou s'attribuer le bien collectif à ses fins uniquement personnelles. Donc la corruption dans notre pays est un des maux les plus graves et qui impacte l'ensemble des comportements économiques, politiques et autres. Et lutter contre la corruption, c'est lutter contre un système politique, c'est favoriser, disons, des pratiques de bonne gouvernance, des pratiques de transparence et des pratiques qui permettent aux citoyens de se sentir égaux devant les lois de la République, devant les services publics et d'avoir une certaine visibilité des actions gouvernementales pour ne pas apparaître comme si les uns sont privilégiés au détriment des autres. Alors, pour terminer, en financier, le regard du financier que vous êtes ou que vous avez été, après toutes les promesses d'Alpha Condé et de Kassori, est-ce que vous voyez ne serait-ce que quelques éléments qui prouvent qu'au moins le gouvernement est dans l'élan de lutte contre la corruption, la chasse aux cadres véreux qui détournent les deniers publics, ceux-là qui sont mêlés aux passations des marchés et qui ne respectent pas les normes, dans les aspects les plus moindres de notre vie, ceux qui se livrent à ces cas de corruption, les agents de l'État. Est-ce que le renforcement des capacités d'une agence que nous avons, l'Agence nationale de lutte contre la corruption, est-ce que vous voyez des éléments ou est-ce que vous n'en voyez absolument rien qui démontre que l'État est dans ce élan-là? Au Gabon, par exemple, il y a des opérations. Au Cameroun, qui est un des pays les plus corrompus, il y a quand même des opérations de lutte, éperviers, je ne sais pas quoi encore, ainsi de suite. Est-ce qu'en Guinée, vous n'en voyez absolument rien? On attend de voir
il y a eu des promesses, mais jusqu'à présent, je pense que la lutte contre la corruption n'a jamais été une priorité pour le gouvernement. Il y a eu quelques actions qui ont consisté à arrêter certaines personnes, mais à y voir de très près. Pas plus de 2. Oui, mais à y voir de très près, est-ce que ce ne sont pas des règlements de compte entre factions au sein du gouvernement? Et donc, lorsqu'on veut lutter contre la corruption, il faut que les pratiques soient générales, qu'il n'y ait aucune discrimination, que les choses soient transparentes, que la loi soit mise en avant et que la justice fasse correctement son travail. Et de ce point de vue, vous ne pouvez pas simplement dire c'est la corruption financière, arrêter une ou deux personnes. Non, il faut que ce soit une globalité. C'est un système, c'est une chaîne. Lutter contre la corruption prend en compte l'appareil judiciaire, prend en compte l'appareil des forces de défense et de sécurité, prend en compte l'appareil économique de manière générale, prend en compte l'appareil administratif. C'est tout cet ensemble qui doit être directement interconnecté pour nous permettre d'avoir une visibilité, une traçabilité de l'ensemble des opérations financières de l'État et des opérations publiques. Mais s'il y a opacité, s'il n'y a pas de traçabilité des opérations, s'il n'y a pas une volonté de réorganiser nos moyens de paiement pour que tout soit traçable, il va de soi. Lorsqu'on dit on veut lutter contre la corruption, ce sont des vœux pieux, mais qui ne vont pas se traduire dans le concret. Lorsqu'on a une politique de lutte effective contre la corruption, il y a des méthodes, il y a des stratégies, il y a des mécanismes, il y a des instruments qui sont mis en place et qui feront nécessairement leurs effets. Et je dis lutter contre la corruption, ça implique également, vous les hommes du média, pour que vous soyez au plus haut niveau informés de la manière dont l'État fonctionne dans le cadre de ces opérations financières. On ne peut pas lutter contre la corruption sans mobiliser l'ensemble du corps social par rapport à la nécessité de faire en sorte que les choses soient beaucoup plus transparentes. Mais je crois qu'on est encore devant un manque criard. De temps en temps, il y a des bouffées de colère pour dire on va sanctionner, mais après cela, je n'ai pas vu une réelle volonté d'avoir une politique effective de lutte contre la corruption qui va se traduire par la mise en force de nouvelles pratiques de gestion du pays au service de tous. Malheureusement, ceux-là qui justement sonnent l'alerte, dénoncent ces cas de corruption, au lieu de chasser ceux-là qui détournent ceux qui sont dans la corruption, eh bien on ouvre plutôt la chasse à ceux-là qui lèvent le coin du voile sur ce système. En tout cas, M. Ba, est-ce que vous avez un petit message pour 30 secondes? Non, je crois que la Guinée est dans une période les plus importantes de ces 60 années d'existence en tant qu'État indépendant. Beaucoup de choses sont en train d'être mises en cause. Et cela veut dire que la société guinéenne, elle est suffisamment prête pour un réel changement. Changement dans la manière d'être gouverné, changement dans la manière que les gouvernants doivent avoir comme relation avec les gouvernés et changement de mentalité au niveau de la grande majorité de ces Guinéens qui ne veulent plus qu'on leur rappelle les pesanteurs du passé, qui veulent se projeter en avant pour la modernisation de notre pays, pour un plein emploi, pour une meilleure fraternité entre les uns et les autres. Les Guinéens veulent aller de l'avant, ils ne veulent pas retourner en arrière, et ça, tout le monde doit le comprendre. C'est la raison pour laquelle l'immobilisme qui consiste à maintenir les mêmes des décennies et des décennies au pouvoir ne peut plus être quelque chose accepté par l'immense majorité de nos compatriotes. Donc, il faut tourner le regard vers l'avenir et y travailler. J'ai confiance en l'avenir de mon pays. Voilà. Merci une fois encore de nous avoir reçus. À très bientôt. Merci. Merci. À vous, merci de votre attention. C'était tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.